Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Ravard. Il est membre du bureau national du Parti Socialiste, également porte-parole du PS des Côtes-d'Armor. Il est en direct avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler tout à l'heure du Parti Socialiste, mais il y a beaucoup d'actualités. J'aurais voulu vous entendre sur ce vote qui a eu lieu hier et où justement le PS a pris toute sa part, ce vote autour du démantèlement d'EDF, vote finalement qui a vu la victoire du texte proposé par le Parti Socialiste. Oui, effectivement, hier à l'Assemblée nationale, c'était ce qu'on appelle la niche parlementaire socialiste, c'est-à-dire c'est une journée chaque semestre où c'est le Parti Socialiste, en l'occurrence, qui fixe l'agenda de l'Assemblée nationale. Et nous avions imposé un texte qui est écrit et porté par notamment Philippe Brun, jeune député socialiste de l'Eure, ainsi que par Madame Valérie Rabault, députée du Tarn, qui visait à empêcher le démantèlement d'EDF tel que voulait l'imposer la Commission européenne, et surtout à voter, en allant plus loin, à la nationalisation d'EDF. Et hier, le Parti Socialiste, avec les autres groupes de gauche, mais également les Républicains, ont voté pour la nationalisation d'EDF, parce qu'on le voit dans le contexte de crise énergétique actuelle, on voit bien qu'il est urgent de refaire de l'accès à l'électricité un bien commun, un service public, pour que notamment nos artisans, nos commerçants, nos petites entreprises ne souffrent pas de la hausse du prix de l'électricité. Juste permettez-moi d'ailleurs d'aller au bout, parce que dans ce texte, il y a une deuxième mesure. Grâce à ce texte, grâce aux socialistes, depuis hier, il y a un bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'on a limité le prix de l'électricité justement pour les artisans, les boulangers, les TPE, les PME. Parce que ce sont ces entreprises-là qui ont besoin d'être soutenues aujourd'hui face à l'explosion du prix de l'électricité. Vous comprenez que les députés de la majorité quittent finalement l'hémicycle ? Non, je ne le comprends absolument pas. Les députés de la majorité passent leur temps à dire que la gauche bordélise l'Assemblée nationale. Et hier, ils se sont comportés comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient pas suffisamment de présents dans l'hémicycle pour s'opposer au texte du Parti Socialiste qu'ils ne voulaient pas. Et par conséquent, ils ont décidé de quitter l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est irresponsable. D'une part, c'est irresponsable politiquement de voter contre ce texte, mais ça, c'est bien évidemment leur droit le plus strict à l'Assemblée nationale. Mais déserter, empêcher d'avoir ce débat, alors que nous proposions un texte pour limiter le coût de l'électricité, je le répète, pour nos boulangers, nos artisans, les TPE, les PME, celles qui créent de l'emploi en France, qui créent l'activité dans nos zones, notamment dans nos zones rurales et périurbaines, comme ici en Côtes-d'Armor et spécifiquement à Quessoy. Déserter l'Assemblée nationale à ce moment-là est un geste à la fois irresponsable et enfantin, il faut bien le dire. Il y a eu un autre texte qui a été proposé par le Parti Socialiste. On en parlait tout à l'heure avec Thaïs Danel, jeune étudiante de Rennes, engagée chez une génération. Ce texte qui proposait le repas à 1 euro pour tous les étudiants et pas seulement les étudiants boursiers. Et à une voix près, c'est la dure loi du vote, mais à une voix près, ce texte n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Est-ce que, là aussi, le texte qui était porté par une députée socialiste, est-ce que pour vous, là, on est passé à côté de quelque chose? On est évidemment passé à côté de quelque chose, d'autant que malheureusement certains députés de gauche étaient absents pour des raisons internes à leur parti politique de l'hémicycle. Je crois que c'est assez malheureux et qu'il faut que chacun se reprenne et essaye d'être présent dans l'hémicycle dans ces moments si importants. Évidemment qu'on est passé à côté de quelque chose. On a encore une fois une alliance des droites. Le parti présidentiel avec les Républicains ont voté contre ce repas à 1 euro pour tous les étudiants. C'est à croire qu'ils n'ont pas vu depuis le début de la crise Covid les files à l'aide alimentaire, les files d'étudiants. Ce sont des images finalement insoutenables. Il faut bien le dire. Ici, à Rennes, on envoie des files de plusieurs centaines de mètres une fois par semaine lorsque l'aide alimentaire est ouverte pour les étudiants. Comment dans un pays si riche comme la France, où l'enseignement supérieur est censé être gratuit, peut-on tolérer d'avoir finalement une sélection financière et forme de sélection naturelle qui se fait à l'entrée de l'université, c'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'aller se loger et de se nourrir de manière indépendante, forcément on n'ira pas faire des études supérieures, quand bien même l'université, elle, est gratuite, si on n'a pas les moyens de vivre en autonomie dès 18 ans. Donc on avait une vraie mesure de justice et de protection sociale pour permettre à tous les enfants, les jeunes adultes, d'avoir les mêmes chances face à l'enseignement supérieur. Mais vous savez, la droite, quand il s'agit de donner les mêmes chances à tout le monde, on voit bien qu'il y a des blocages. On va parler de la réforme des retraites, ça ne vous surprend pas, j'imagine. Réforme des retraites avec ce que le gouvernement appelle une situation de blocage à l'Assemblée nationale, tous ces amendements qui ont été déposés par les forces de gauche en règle générale. Est-ce que pour vous, ces amendements, c'est finalement montrer qu'il fallait un débat de plus de 20 jours à l'Assemblée nationale, et donc voilà, c'est une forme de mécontentement, ou est-ce qu'ils sont nécessaires à la forme démocratique ?
Deux choses. D'abord, la Constitution garantit la liberté totale d'amendement pour les parlementaires. C'est un fait, et je crois qu'il faut absolument le défendre, j'y suis extrêmement attaché. Néanmoins, il est vrai que c'est pas la stratégie du Parti socialiste, moi le parti auquel j'appartiens, de déposer des amendements par milliers et dizaines de milliers. C'est une stratégie qui est respectable, qui est constitutionnelle. Je crois effectivement que le Parti socialiste n'a jamais adopté cette stratégie. Mais néanmoins, on sent bien que ça offre finalement, d'avoir adopté cette stratégie, offre une porte de sortie au gouvernement. Là où le gouvernement, c'est un petit peu technique peut-être pour les auditeurs qui se concentrent plus sur le fond du texte, mais c'est quand même important. Le gouvernement a choisi un mode de débat, d'abord par un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale, ce qui n'a jamais été fait pour réformer les retraites. Et ensuite, ils ont utilisé pour la première fois un article de la Constitution, l'article 47-1, qui permet de limiter les débats. En l'occurrence, on aura 10 jours de débat. Et je veux attirer l'attention des auditeurs sur un point. Le gouvernement nous dit 10 jours de débat, c'est déjà beaucoup. Mais on parle de réformer le système des retraites. On parle de réformer ce qui régit la vie de 20 millions de Français à peu près, et qui régira notre vie à tous à un moment donné de notre vie. Et on nous compare souvent cette réforme à celle qui a été faite en Suède. En Suède, lorsque cette réforme a été faite, ou d'ailleurs deux choses, celui qui l'a faite prévient aujourd'hui le président de la République française en lui disant ne faites surtout pas ça, on a appauvri une grande partie des retraités. Mais surtout à l'époque, le débat parlementaire avait duré 6 mois en Suède. Parce que lorsqu'on réforme quelque chose d'aussi important que le système des retraites, il est important que chacun puisse bien le comprendre, bien analyser, prendre sa décision et dire comment il se positionne, qu'il ait le temps d'aller contacter son député. Imaginez en 10 jours, comment voulez-vous que les Françaises et les Français contactent leurs députés pour dire nous sommes foncièrement opposés, ou favorables d'ailleurs peut-être, à cette réforme des retraites. Et je crois que le parti présidentiel a une haine du débat parlementaire. Tout ce qui durerait trop longtemps est affilié à une perte de temps pour le président de la République. Mais il va falloir qu'il s'adapte. Aujourd'hui, il n'a pas de majorité absolue. Et ce combat, il est mené évidemment par tous les députés de gauche à l'Assemblée nationale. Et il est également mené dans la rue. Moi, en tant que membre d'un parti politique, je réponds systématiquement à l'appel des forces syndicales. On y sera de nouveau samedi matin. Moi, je serai à Saint-Brieuc, mais il y a d'autres rassemblements à Guingamp et à Lannion notamment, pour lutter et faire chuter ce projet qui est foncièrement injuste. Alors l'injustice, elle est ressentie, hein, vous le dites très bien Antoine Ravard, la rue parle. On a l'impression, malgré tout, en tout cas on a entendu Olivier Dussopt, le ministre du Travail, le dire, même si demain il y a 3 millions de Français dans la rue, cette réforme est nécessaire et elle est juste. Voilà, c'est ce mot que l'on entend. C'est le gouvernement, vous savez, depuis quelques années, à chaque fois que les Français ne sont pas d'accord avec eux, ils pensent qu'ils ont simplement mal expliqué. Alors on va être très clair avec Olivier Dussopt. Cette réforme, d'une part, elle n'est pas nécessaire, et j'invite chaque Français à aller prendre les renseignements, non pas dans la bouche du gouvernement, mais dans des données stables, économiques, celles du Conseil d'orientation des retraites, qui dit bien qu'il n'y a pas de déficit durable sur le système de retraite. Ça, c'est la première chose. Donc elle n'est pas nécessaire. En quelque sorte, on crie « aïe » avant d'avoir mal. Exactement. La réforme n'est pas nécessaire et elle n'est pas juste. Pourquoi ? Lorsqu'on réforme le modèle social en France, chaque réforme doit répondre à une question. Va-t-on vers davantage de justice ? En l'occurrence, quels sont les points d'injustice de départ du système des retraites et est-ce qu'on les corrige ? Les points d'injustice aujourd'hui, c'est que en France, un ouvrier vit 7 ans de moins qu'un cadre. Pourquoi ? Du fait de la pénibilité des métiers. La deuxième injustice, c'est que les retraites des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. Et la troisième injustice, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont malheureusement pas assez d'années de cotisation, mais ça veut dire qu'elles ont cotisé 10 ans. Elles ont cotisé 36, 37, 38 ans au lieu de 42 ans et qui gagnent moins de 1 000 € par mois. Est-ce qu'on corrige ça ? Eh ben, la réponse aux 3 questions est non. On est donc face à une réforme qui n'est pas juste. Et je le dis pour celles et ceux qui pensent qu'il faudra aller chercher davantage d'argent pour financer le système de retraite. Il y a par ailleurs d'autres possibilités pour aller chercher cet argent. On le sait, ce sont nos cotisations qui financent le système des retraites. Il y a actuellement beaucoup d'exonérations de cotisations pour les entreprises. Il y a possibilité de les supprimer, mais surtout, il y a un point crucial qui, là, irait chercher davantage de justice. Les femmes en France, je vous l'ai dit, ont des retraites inférieures de 40% à celles des hommes, mais des salaires également inférieurs de 20% à celles des hommes. Si on se fixait l'objectif collectivement, et là, c'est un vrai objectif de société, d'aller chercher l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ça veut dire augmenter les salaires des femmes de 20% en moyenne, ce serait 7 milliards de cotisations supplémentaires par an. Puisque dans le pire des cas, en 2032, qui serait visiblement la pire année du déficit des retraites, on serait à 12 milliards. Vous voyez qu'on a déjà comblé une grosse partie. Et il y a plein d'autres solutions, mais on y reviendra peut-être. Alors, il y a une crainte. On entend la NUPES qui s'exprime beaucoup là-dessus, d'une forme de capitalisation de la retraite. On a déjà l'épargne retraite aujourd'hui, mais de glisser vers un système finalement privatisé des retraites, comme on peut le voir dans certains pays. Je crois que c'est la volonté profonde du président de la République. Il a
stratégie habituelle pour les services publics de commencer par les pointer du doigt pour montrer qu'ils ne fonctionnent pas. Et quand ils ne fonctionnent pas, quelques années plus tard, il est facile de privatiser. Ça a longtemps été fait. Et puis, permettez-moi d'ajouter un point sur ce que je disais auparavant. Les Françaises et les Français, les auditeurs se souviennent sans doute que l'année dernière, il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui est extrêmement violente, qui là aussi va avoir pour conséquence que on a beaucoup de travailleurs seniors qui, après 55, 58 ans, sont licenciés. On le sait, dans les plans sociaux, ne retrouvent pas d'emploi. Du fait du raccourcissement de la durée d'indemnisation, vont finir leur vie professionnelle au RSA. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette réforme de l'assurance chômage, elle a permis de dégager 20 milliards d'excédents dans le budget de l'assurance chômage. 20 milliards d'excédents en 2023 pour le budget de l'assurance chômage. Pourquoi ne pas utiliser ces 20 milliards d'excédents qui sont payés par les mêmes cotisations, hein. Vous savez, quand on a sa fiche de paie, on ne fait pas la différence entre la partie qui va aux retraites et la partie qui va au chômage. Ça, c'est une affaire de comptable dans les bureaux des ministères. Pourquoi ne pas utiliser ces 20 milliards d'excédents pour financer le déficit des retraites, qui par ailleurs n'est pas actuel, hein. Aujourd'hui, le système des retraites est en excédent. C'est très important de le dire. 3 milliards d'excédents l'année dernière, 1 milliard cette année. Je veux vraiment insister là-dessus et j'invite chacun à ne pas croire une seule seconde que le système des retraites est en danger, puisque c'est faux. Tous les chiffres officiels qui sont étiquetés par la République française, hein, donc qui ne sont pas des faux chiffres, le confirment. On a aussi une invocation du gouvernement autour de la pyramide des âges. On sait que la population française vieillit, qu'on fait moins d'enfants. Comment on pourrait arriver à trouver l'équation, en tout cas la solution à l'équation, justement pour essayer de leurrer un peu cette pyramide des âges et pouvoir payer les retraités qui seront plus nombreux demain? Oui, alors ça c'est effectivement l'argument qui est souvent utilisé à droite et qui paraît un argument de bon sens, donc je le comprends tout à fait, qui est de dire qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'1,7 actifs pour un retraité, donc forcément il y a davantage il y a moins de cotisants par bénéficiaire et donc ça crée le déficit. Mais si ça semble de bon sens, ça oublie un élément fort qui est l'accroissement de la productivité de chacun. Aujourd'hui, un travailleur crée plus de richesse qu'il n'en créait il y a 60 ans. En travaillant moins. La question qu'il faut se poser, c'est où est passée cette hausse de la productivité? Et cette hausse de la productivité n'est pas taxée, puisqu'elle est principalement due à la mécanisation, à l'informatisation de notre économie. Et il n'y a pas de taxe aujourd'hui sur la valeur ajoutée produite par soit des robots, de l'informatique, des ordinateurs, etc. C'est évidemment des progrès d'avoir ça dans l'industrie. Mais au même titre que la valeur ajoutée produite par un homme ou une femme sur une chaîne ou dans un service est taxée, il faut taxer celle qui est produite par les robots, sinon c'est la double peine. On a à la fois des humains qui sont remplacés, donc qui sont au chômage parce qu'on met des robots à leur place, et puis en plus on a des cotisations qui rentrent en moins parce que les humains cotisaient, les robots ne cotisent pas. C'est inacceptable. Il faut faire cotiser les entreprises sur la valeur ajoutée créée par la mécanisation de leur chaîne industrielle, par exemple. Alors cette réforme des retraites arrive dans un contexte très particulier, j'en ai parlé avec quelques invités ici, y compris de la majorité présidentielle, contexte qui est un contexte d'angoisse pour les Français. On le voit, cette crise en Ukraine, l'inflation, la peur du lendemain, et on a aussi une forme, on pourrait dire une forme de rejet de cette réforme des retraites, parce que finalement c'est l'avenir qui fait peur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est l'avenir qui fait peur aujourd'hui, notamment la génération à laquelle j'appartiens, la crise climatique depuis plusieurs années, mais évidemment plus récemment, pour tout le monde, aussi la menace d'une guerre sur le territoire européen, enfin une guerre qui est sur le territoire européen, déjà en Ukraine, évidemment, et puis dont on a peur aujourd'hui qu'elle puisse éventuellement s'étendre. Mais là aussi, il faut insister sur la responsabilité du président de la République. Être président de la République, ou être parlementaire, c'est évidemment mettre en place un programme politique. Mais c'est d'abord et surtout unir la nation. Unir la nation, définir un projet collectif et permettre à notre nation d'avancer collectivement vers un avenir radieux et rassurant à minima. Aujourd'hui, le président de la République n'unit pas la nation. Il choisit de la fracturer. Alors qu'on sait tous depuis quelques années que la nation est déjà suffisamment fracturée. Il y a des lignes de tension extrêmement fortes qui peuvent inquiéter, qui créent des violences quotidiennes. On le vit tous, on n'est pas dans le moment le plus paisible de notre histoire. La responsabilité du président de la République est de tout faire pour réduire ces fractures. Avec la réforme des retraites, il les accroît.
Il y a aussi une colère quand on voit, tout à l'heure vous parliez de taxer finalement cette valeur, on pourrait parler de valeur industrielle peut-être, on voit aujourd'hui de grandes sociétés, alors on peut les nommer Total ou des banques comme BNP qui affichent des résultats presque insolents quand on voit que les gens ont du mal à joindre les deux bouts, ça se chiffre en milliards. Est-ce qu'il faut taxer justement ces grandes entreprises qui souvent d'ailleurs ont leur siège social en dehors même de l'Europe pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux? Est-ce qu'il faut les taxer? C'est un petit peu le cheval de bataille, je vais y arriver, de la NUPES. Est-ce qu'il faut les taxer, ces entreprises? Absolument. Alors deux choses. Effectivement, vous citez la BNP. La semaine dernière, la BNP a déclaré des bénéfices records de 10 milliards d'euros, le même jour 1000 suppressions d'emplois. Donc on voit bien qu'il y a une décorrélation totale entre ce qu'on appelle l'économie réelle, qui est l'économie que nous vivons, qui crée des emplois, qui crée de la richesse sur le territoire, et l'économie boursière. Les deux sont absolument décorrélés et c'est pas acceptable. Des banques d'ailleurs qui refusent de plus en plus de crédits pour que les gens puissent se loger, d'autant plus elles participent d'autant moins du financement et de la lutte contre l'inflation, etc. Deuxième chose sur Total, il ne s'agit pas de cibler cette entreprise qui est évidemment un fleuron industriel français, même s'il est dans un secteur économique qu'il va falloir faire évoluer, évidemment l'énergie. Mais la semaine dernière, Total aussi a déclaré 20 milliards d'euros de bénéfices et paye extrêmement peu d'impôts là-dessus en France. Il faut être très clair, moi je suis pour augmenter l'imposition de ces groupes. Pas pour taxer, mais parce qu'il faut que chacun comprenne bien ici à l'antenne que Total paye moins d'impôts que votre boulanger, votre plombier ou que l'entreprise qui embauche votre fils dans la zone industrielle de votre préfecture ici à Saint-Brieuc. Il faut être très clair là-dessus. Les impôts payés par Total sont extrêmement faibles et sur les 20 milliards de bénéfices de Total, il faut savoir que plus de 15 sont déclarés en Suisse. Chacun sait ici qu'il n'y a pas de puits de pétrole en Suisse, à ma connaissance. Total a 38 filiales enregistrées en Suisse. Pourquoi? Pour déclarer des bénéfices dans un pays qui ne demande pas ou très très peu d'impôts sur les sociétés. Donc il ne s'agit pas de prendre tout l'argent de Total, il s'agit de dire vous devez payer votre juste part parce que votre puissance financière vous permet d'échapper à l'impôt, là où les entreprises de nos territoires n'ont pas cette capacité d'échapper à l'impôt. Elles payent l'impôt tous les ans, y compris quand c'est difficile. Donc pas d'optimisation fiscale évidemment pour notre boulanger. D'ailleurs justement à ce propos on parle d'énergie. Là aujourd'hui on voit des boulangers qui mettent la clé sous la porte ou des artisans parce qu'ils ne peuvent plus faire face. Alors là on sort un petit peu de la réforme des retraites, mais pas tellement finalement parce que ça participe aussi d'une forme d'angoisse aussi de ne plus avoir les artisans à sa porte et puis de voir ces artisans partir et aussi de perdre une forme, forme sociale, j'allais dire. Évidemment que ça participe de l'angoisse, puisqu'il y a une forme de dévitalisation des territoires, notamment de nos territoires ruraux, dans lesquels moi je réside. Et puis finalement les deux sont liés, parce que la réforme des retraites c'est aussi un moyen de payer le quoi qu'il en coûte. Il y a eu un quoi qu'il en coûte fait par le gouvernement au moment de la crise Covid, pour aider les ménages et les entreprises en difficulté. À ce moment-là, je crois que j'étais venu à votre antenne, je l'avais dit, je soutenais tout à fait le gouvernement dans cette décision du quoi qu'il en coûte, c'était un acte nécessaire, et là-dessus il fallait l'unité nationale. À gauche, nous l'avions apporté derrière le gouvernement. Aujourd'hui le gouvernement souhaite payer ce quoi qu'il en coûte, normal aussi, mais plutôt que de faire payer aux entreprises dont on parlait avant, qui ont profité d'une distorsion du marché pour s'enrichir de manière colossale ces dernières années, on le fait payer par tout le monde en réformant l'assurance chômage et les retraites. Mais c'est pour ça, je le redis, qu'hier, grâce aux socialistes à l'Assemblée nationale, un bouclier tarifaire a été voté pour nos artisans, nos commerçants, notamment nos boulangers, de manière à encadrer les factures d'électricité qu'ils paieront. Alors, on vous fait allusion à l'assurance chômage. On voit aujourd'hui que le chômage baisse, en tout cas mécaniquement, et on entend des voix. Elles ne sont pas forcément si nombreuses que cela, mais on le lit dans la presse, ces voix qui s'élèvent en disant, voilà, on sort des chômeurs du dispositif parce que, voilà, ils ne répondent pas à certains critères ou autres. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de violence aussi? Il y a une forme de violence sociale inouïe dans la réforme de l'assurance chômage. Elle est mensongère, cette réforme de l'assurance chômage. Alors évidemment, il y a une part du chômage qui diminue véritablement parce que naturellement, après des années de Covid, l'économie s'est relancée. C'est évident, chacun l'entend. Mais il y a d'abord les chiffres de l'assurance chômage qui sont donnés par le gouvernement concernent ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas du tout travaillé dans le trimestre précédent. Celle-ci diminue. Mais la catégorie B et C, c'est-à-dire des gens qui ont des emplois précaires, qui travaillent peut-être 10 heures, 15 heures par mois, pas par semaine, par mois, considérablement augmenté. Et il y a évidemment mathématiquement, puisque cette réforme a réduit la durée de cotisation à laquelle vous avez le droit. Vous savez, normalement, c'est autour de 2 ans. Avec certaines exceptions, ça montait jusqu'à 3 ans pour les seniors, par exemple.
Les seniors aujourd'hui qui ont plus de 55 ans, on va parler d'eux, puisqu'ils sont aussi concernés par la réforme des retraites, ils sont passés de 3 ans à 2 ans et demi. Naturellement, les autres n'ont pas systématiquement retrouvé un emploi. Ils sont sortis des chiffres. Ils sont maintenant dans les chiffres du RSA. Je ne crois pas qu'ils soient favorables d'être au RSA par rapport à être à l'assurance chômage. Donc, je ne crois pas que ce soit un succès de la part du président de la République. Mais ces deux réformes sont liées, puisqu'il y a quelques années, le président de la République avait dit qu'il ne réformerait pas les retraites tant qu'il n'y aurait pas de baisse du chômage. Donc, il a commencé par faire baisser le chômage, même si c'est de manière totalement artificielle, pour justifier sa réforme des retraites. Tu sais, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui nous a toujours expliqué qu'il était pragmatique. C'est le plus idéologue des présidents de la République que nous ayons eu. Il a une idéologie libérale, ultra-libérale. C'est son droit le plus strict, et chacun peut l'avoir. Je ne demande pas à ce qu'il l'abandonne, et il est au pouvoir. Je demande à ce qu'il l'assume pour que nous ayons des débats sereins avec les députés, notamment, et on en a ici dans le département, les députés de sa majorité, que nous ayons des débats sereins. Ils défendent une idéologie, tout comme moi, en tant que membre du Parti socialiste, j'en défends une autre. Mais il faut qu'ils l'assument, et ce n'est pas le cas avec cette réforme des retraites où ils nous vendent un argument. On dirait qu'on n'aurait pas le choix sur le plan financier. C'est faux. Il faut le dire très clairement, c'est faux. Ils ont le choix, mais ils font le choix de demander à chacun de travailler plus longtemps plutôt que de demander à ceux qui se sont enrichis de payer un petit peu plus pour rembourser le quoi qu'il en coûte. Alors on parle beaucoup des seniors, de l'emploi des seniors. Il y a aussi, je ne vais pas dire les juniors, mais en tout cas les plus jeunes, qui ont du mal à trouver de l'emploi. On le voit, on l'entend, ils s'expriment sur les réseaux sociaux entre autres en disant voilà, soit on n'a pas assez d'expérience, on n'arrive pas à l'acquérir puisqu'on n'arrive pas à trouver d'emploi, ou alors on trouve des petits boulots qui ne sont pas forcément, ou alors il faut être hautement qualifié. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu les jeunes dans cette réforme des retraites? Je crois qu'on oublie souvent les jeunes dans la politique en France. C'est un élément essentiel que de se préoccuper de sa jeunesse. C'était François Mitterrand qui disait « Si la jeunesse n'a pas toujours raison, ceux qui l'ignorent ont systématiquement tort ». Je crois qu'aujourd'hui c'est le cas. La jeunesse, elle est frappée par la peur de la crise climatique. Je sais que certains, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, des gens qui se moquent de cette peur. Mais il faut savoir que chaque génération vit avec une peur importante, une cause générationnelle. Pour certains, ce fut le risque d'une guerre nucléaire pendant des décennies. Et pour ma génération et celle qui arrive encore, c'est la peur de la crise climatique et de ses conséquences. À cela s'ajoute évidemment l'insécurité du quotidien. On en a parlé. Les fils pour avoir accès à l'alimentation, la hausse du coût du logement qui empêche de plus en plus de jeunes de nos territoires ruraux de monter à Rennes ou à Paris, comme on dit ici, pour aller étudier. Parce que les parents n'ont pas forcément les moyens de louer 1, 2, 3 appartes au fur et à mesure que les enfants deviennent majeurs et souhaitent faire des études. À ça, il y a eu la réforme de Parcoursup qui a limité l'accès à l'éducation supérieure pour certains. Aujourd'hui, la réforme des retraites, la difficulté pour trouver des emplois. Donc je crois qu'il faut enfin remettre les jeunes au cœur de la vie politique française. Et je le disais tout à l'heure, un vrai projet politique. C'est un projet qui unit la nation et qui donne une perspective au peuple français. Qui dit voilà où est la France, nous allons l'emmener à un autre endroit dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça dont a besoin la jeunesse. La jeunesse face à toutes ces crises, face à toutes qui sont des peurs, elle a besoin d'une perspective. Évidemment une perspective socialiste, c'est mon avis, davantage d'égalité, vers davantage de justice. Et justement, si on n'arrive pas à avoir cette égalité, cette justice, en un mot, si demain le projet de réforme des retraites fait valeur de loi et passe, est-ce que vous craignez qu'il y ait alors une forme d'embrasement? C'est une question que j'ai posée à différents invités. Une forme d'embrasement, une forme de grande colère qui deviendrait incontrôlable? Je ne le souhaite pas, mais on peut le craindre, oui. On peut craindre que les Françaises et les Français, à force de s'opposer à des réformes dont ils ne veulent pas, à force de se serrer la ceinture, à force d'être mis en difficulté par un pouvoir politique qui a choisi un camp, celui de l'argent plutôt que celui des gens du quotidien, des gens qu'on croise tous les jours dans nos villages. On peut véritablement craindre qu'il y ait une forme de violence sociale qui s'accroisse. Mais c'est pour ça qu'il est important de se mobiliser à l'appel des forces syndicales qui, elles, organisent de super manifestations dans lesquelles il n'y a aucun problème de violence depuis les 4 rassemblements qui ont été faits. Et notamment ici en Côte-d'Armor, on a des rassemblements d'une taille qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il faut que le gouvernement, et que je compte beaucoup sur les députés, notamment de La République En Marche, fassent remonter à Paris que les Françaises et les Français ne veulent pas de cette réforme. Il faut être très clair, beaucoup de Françaises et de Français, c'est mon cas, c'est le cas du Parti Socialiste de manière générale, ont voté pour Emmanuel Macron au second tour pour empêcher l'extrême droite d'atteindre l'Élysée.
absolument pas pour soutenir ce projet de réforme. Alors on voit justement le RN qui s'oppose, en tout cas qui le fait savoir. Qui s'oppose dans les médias, mais qui est absent à l'Assemblée nationale quand il s'agit de voter et de débattre. Voilà, pour vous, c'est pas une opposition? Non, le Rassemblement national, c'est de l'esbrouf, c'est de la prestidigitation, c'est-à-dire qu'on a Marine Le Pen qui arpente les plateaux en disant qu'elle est la première opposante à Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'elle n'est pas dans l'hémicycle pour s'opposer à la réforme des retraites, c'est qu'elle vote contre la taxation des super-profits dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'elle a voté contre, et que tous ses députés ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 600 € comme nous le proposions, c'est qu'hier, ils ont voté contre la nationalisation d'EDF et le bouclier tarifaire. Et j'ajouterais hier, parce qu'il y a eu un vote aussi, je me permets de revenir, il y a eu un vote extrêmement important aussi, porté par les socialistes, encore une fois, hier à l'Assemblée nationale, d'accroissement des protections pour les victimes de violences intrafamiliales, enfants comme femmes battues. Et je crois qu'il fallait le préciser. Là aussi, le Front National a voté contre. Le Front National vote toujours contre les lois de progrès, qu'elles soient sociales ou économiques. Le Front National, en fait, est dans une stratégie d'apparat, dans une pure stratégie politique. Et j'invite, moi, les Françaises et les Français, mais c'est notre rôle de parti politique, de mieux informer et de démontrer que le Rassemblement national, c'est exclusivement de l'esbrouf. Est-ce que vous avez espoir, ce sera ma dernière, presque toujours dernière espoir, question, de manière générale. Voilà. Mais est-ce que vous avez espoir, finalement, que le gouvernement abandonne ou dise au contraire, on va se laisser du temps, on va dialoguer, parce qu'on entend beaucoup aussi dans les cortèges des manifestations, quand on laisse un peu le micro se balader, de gens qui disent il n'y a pas de dialogue, on nous impose quelque chose, on ne nous parle pas, on ne nous écoute pas. J'ai espoir que le gouvernement abandonne, évidemment, c'est pour ça que j'invite chacun à venir manifester à chaque fois qu'il y a un appel, et notamment demain, je le dis, 11h à Saint-Brieuc, 11h à Guingamp et à Lannion également. Évidemment qu'il faut avoir espoir parce que les forces syndicales sont en train de créer une mobilisation, et je dis bien ce sont les forces syndicales, les forces politiques, nous sommes en appui. C'est les forces syndicales qui organisent et qui structurent ce combat, sont en train d'organiser une mobilisation sans précédent. On va battre des records et je crois que le gouvernement serait définitivement aveugle s'il décidait de ne pas renoncer à son texte de loi. Évidemment, les syndicats nous disent également qu'il n'y a absolument aucune concertation. Et on le voit, le gouvernement est capable de dire tout et son contraire. D'ailleurs, ils changent d'argument au fur et à mesure des interviews. On voit bien qu'ils ne savent pas. Il y a une forme d'ajustement un petit peu... Il y a un ajustement permanent parce qu'ils savent que les Françaises et les Français, majoritairement, refusent totalement cette réforme. Ils ont essayé de nous faire croire pendant un temps qu'il y avait une réforme, une pension minimale à 1 200 €. Et puis, finalement, on voit bien que tous les économistes qui ont lu le projet, dans tous les médias, sont intervenus pour dire c'est absolument faux, vous ne pouvez pas mentir. Ils ont essayé de nous faire croire qu'il y aurait davantage de justice pour les femmes dans cette retraite. Or, c'est pas vrai. Les femmes ayant des carrières davantage hachées, saccadées, notamment du fait de la maternité et des temps partiels subis, on voit bien que si elles doivent cotiser 2 ans de plus, avec ces trimestres qu'elles n'ont pas, elles sont perdantes. Donc, la seule motivation du gouvernement sur cette réforme est d'aller vers la capitalisation. Et on va s'arrêter là. Antoine Ravard, vous reviendrez parce que évidemment, avec plaisir, merci. On va continuer à en parler de cette réforme, de ce projet de loi de réforme des retraites sur l'antenne de Bretagne 5. Antoine Ravard, membre du bureau national du Parti socialiste et porte-parole du PS des Côtes-d'Armor. Vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous en remercie. Merci. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Également, bonne journée tout le monde. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.